C'est parti pour la critique. Vous savez quoi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui crache mon venin dans cette vidéo. Alors s'il vous plaît, d'ores et déjà, mettez-moi dans les commentaires quelles ont été les pires lectures de 2019 selon vous. Pourquoi? Histoire que on ne les achète pas. Je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéo. Voilà, à un moment donné, on va pas se mentir. Si moi je produis ce genre de contenu, c'est que j'aime ça aussi, donc il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, vous et moi en 2020. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis des plus excitées de vous parler des livres que j'ai pas aimés. J'ai fait la liste il y a quelques semaines et je me souviens absolument plus des livres qu'il y a dans cette liste, donc je vais les découvrir avec vous en même temps. Et on va commencer avec L'Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun, qui est un livre que j'avais dû lire pour un cours le semestre dernier, un cours sur la littérature nord-africaine. À la base, l'histoire partait bien parce qu'on est dans une famille marocaine qui vit dans le milieu du XXe siècle. Bon, c'est pas dit explicitement, mais il y a plusieurs indices historiques qui nous permettent de localiser l'histoire, en tout cas vers les années 1940-1950 au Maroc. Et on est dans une famille qui a déjà eu 7 filles, je crois, ou 8 filles, quelque chose comme ça, en tout cas beaucoup d'enfants, exclusivement des filles, et le père n'en peut up. Il est au bout du rouleau, le mec, et il veut absolument que son prochain enfant soit un garçon. Donc, quand sa femme tombe enceinte, et quand sa femme accouche et qu'on se rend compte en fait qu'il ne s'agit point d'un garçon mais bien d'une petite fille, le père décide que ah mais c'est pas grave, il va s'appeler Ahmed, je vais l'élever comme un garçon et ce sera un garçon pour tout le monde. Donc c'est dans ce contexte-là que l'enfant va grandir, que Ahmed va grandir, qu'il va devoir cacher son genre au reste de la société et évoluer dans un milieu qu'il n'était pas censé connaître s'il avait été une fille. C'est trop, tout simplement. Voilà, moi j'ai pas toujours compris dans quel but, pourquoi, quel était le projet de vie derrière ce genre de truc. Enfin vraiment, ça m'a pas plu et il y a eu un passage clé du roman qui a définitivement pour moi scellé l'histoire, c'est quand le personnage principal, donc Ahmed, décide de sortir. Voilà, c'est à la base un personnage qui est assez reclus et qui sort pas beaucoup, et donc il décide de sortir seul, et alors qu'il sort, il va être victime d'une agression sexuelle, puisqu'une femme va venir lui toucher les parties intimes. Et alors qu'au début il est très choqué, après il va y réfléchir et il va repenser à cet événement comme quelque chose finalement de plutôt agréable. Voilà, donc est-ce que ça nous rappellerait pas à tous des bons souvenirs de culture du viol, de fantasme du viol? On adore. Et là ça a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, je me suis dit bon, c'est quoi? C'était une lecture obligatoire. Tu connais maintenant un peu Tahar Ben Jelloun, tu vas redonner une chance à l'auteur et c'est ce que j'ai fait. Et tu verras bien ce que ça donne, mais voilà, avec L'Enfant de sable en tout cas, c'est mort. Je sais qu'il y a une suite et franchement, je vous recommande pas spécialement ce livre. Je trouve pas que ce soit un thème qui soit bien abordé. C'est un thème qui est super intéressant. On parle du genre, on parle aussi de sexisme et on a aussi un petit aperçu de la société marocaine, bien que très honnêtement, je fais pas hyper confiance à cet auteur parce que je sais qu'il a des avis assez arrêtés concernant la religion et on retrouve quand même ce genre d'avis dans ce livre-là. Donc c'est pas super précis, je trouve, et pas super neutre comme vision de la société marocaine à cette époque-là. Mais voilà, il y avait quand même un aspect assez intéressant, mais je trouve pas que ce soit bien traité. Donc je vous le recommande absolument pas. Alors là, je vais tellement me faire insulter! L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Mais en fait, ce qui était insoutenable, c'était la lecture de ce livre. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. Alors attendez, avant que vous mettiez à m'envoyer des commentaires qui m'insultent, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé ce livre. En fait, ça a été d'un ennui abyssal pour moi. Je me suis rarement autant fait chier lors d'une lecture, voilà, c'est dit. Mais je vais essayer de balancer mon avis avec le fait que je ne peux pas nier que l'écriture était superbe. Voilà, donc c'est un avis qui est vraiment en demi-teinte pour moi, enfin demi-teinte oui et non, je n'ai pas aimé ce livre. En fait j'ai lu la moitié du livre parce que vraiment je me disais mais attends mais c'est pas possible qu'il y ait autant de bonnes critiques sur YouTube, sur internet, partout et que toi tu t'ennuies à ce point, tu dois louper quelque chose. Et franchement je pense que je suis passée à côté du sens réel de l'histoire parce qu'en fait on parle un peu de relations amoureuses, sexuelles, etc. Donc c'était quelque chose qui était assez intéressant. Mais je voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir, il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées et moi on m'avait perdu. Et s'il y a bien un truc en fait que je veux plus vivre en 2020, c'est cette culpabilité de me dire tu comprends pas un livre donc t'es bête. Ou alors donc tu n'as pas le savoir suffisant
pour pouvoir le comprendre. Je suis venue à un stade dans ma vie où c'est bon, stop. En fait, à un moment donné, j'ai pas fait toutes ces études pour questionner ma capacité à comprendre un livre. Si je comprends pas, c'est que l'auteur ne fait pas en sorte que ce soit facilement compréhensible. Basta! Et c'est pas un problème, je veux dire, si l'auteur veut commencer à écrire des trucs alambiqués, 16e siècle, aucun problème. C'est juste que moi, à un moment donné, j'arrête de me remettre en question et de me dire t'es trop bête pour comprendre ce genre de lecture. Donc je n'ai pas compris l'écriture de Kundera, j'ai trouvé l'histoire assez plate, assez ennuyante, à chaque fois j'attendais qu'il se passe réellement quelque chose, j'attendais que d'avoir un moment un peu épiphanique en mode oh mon dieu je comprends tout, ça n'est pas arrivé et malheureusement voilà je l'ai pas aimé, je sais que c'est un favori de beaucoup de personnes, donc si vous faites partie de ces personnes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce livre là, après tout on est là aussi pour partager et pour discuter nos coups de cœur de lecture ou non. Mais voilà, moi malheureusement pour moi ça ne l'a pas fait. Ensuite j'ai lu Quand souffle le vent du nord et encore une fois ça a été un livre qui m'a fait perdre pas mal de temps parce que j'ai tout donné aussi. Franchement je l'ai lu et lu et lu et à un moment donné je me suis dit non mais c'est bon en fait, tu perds du temps. Tu pourrais lire quelque chose de tellement plus intéressant et tu te casses la tête sur ce livre. Alors c'est pas un livre, c'est un livre qui m'avait été offert, déjà de 1, donc c'est pas quelque chose que j'avais choisi sciemment. Ensuite c'est archi pas le type de livre que je lis habituellement puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour et d'une correspondance d'email entre deux personnes. Au début c'était plutôt sympa, ça me rappelait un peu Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et je sais plus quel était l'autre auteur. À un moment donné, je veux bien. Genre les deux personnages rentrent en contact avec des mails, il y a une erreur, t'envoies un mail à une mauvaise adresse, ça arrive à tout le monde et puis finalement vous commencez à discuter, à sympathiser, aucun souci. Il y a une connexion qui se fait entre les deux personnages, cool pour eux, franchement Sartec, mais à un moment donné il faut quand même qu'il se passe un truc. Là il se passait absolument rien et il y avait des mails qui étaient longs et longs et longs et ils parlent de leur quotidien et des choses de la vie qui sont pas spécialement intéressantes pour nous. Et attention, je dis pas que j'attends un roman qui soit constamment plein d'action et que ça bouge énormément et voilà, j'attends pas spécialement ça d'un roman, mais là vraiment j'ai trouvé ça plat, d'un ennui mortel et je suis allée sur internet, je me suis débrouillée pour me faire spoiler. Et franchement, meilleure décision de ne jamais avoir fini ce livre. Je suis tellement contente de ne pas avoir fini parce que j'aurais été super frustrée par la fin parce qu'il y a une suite et en fait il y a une sorte de cliffhanger à la fin du livre et t'es là en mode ouais, en fait t'as l'impression qu'on te prend pour un pigeon et que tout ce qu'on veut c'est que tu lises le deuxième livre et dans ce cas là non. En fait, j'aime beaucoup les cliffhangers, il n'y a aucun problème, mais en fait un bon cliffhanger c'est aussi le résultat de plusieurs actions qui se sont succédées au fil de l'histoire. Là il n'y a rien qui se passe et la seule action de l'histoire, on te dit ah eh ben en fait non, tu le sauras au prochain tome. A Thousand Nights. Attendez, je crois que je l'ai encore ici. Alors franchement, la raison pour laquelle je l'ai gardé, c'est parce que regardez-moi cette merveille. Il est mais magnifique. Je pense que c'est sincèrement un des plus beaux livres, sans parler des romans graphiques que j'ai, un des plus beaux livres hardback que j'ai. Je l'avais commandé il y a quelques années, peut-être sur The Book Depository je crois. Et je m'étais dit, allez, c'est bon, c'est y part. L'été 2019, été de la lecture de ce livre. On est ici sur une réécriture des Mille et une nuits. Et je peux vous dire que depuis que je me suis un peu intéressée au conte des Mille et une nuits, très franchement, il n'y a aucune réécriture qui a été à la hauteur. Si vous avez d'ailleurs des recommandations là-dessus, n'hésitez pas. Pour en avoir parlé avec des gens qui ont réellement lu ce livre jusqu'au bout, je peux vous dire que je suis pas la seule à dire que c'est très très long. Je pense qu'il y avait du potentiel pour ce livre, mais franchement moi au bout de 150 pages, quand il se passe rien, surtout dans une réécriture avec quand même une base culturelle super importante pour la culture orientale et puis super importante aussi d'un point de vue féministe, je pense qu'il y avait beaucoup de belles choses à faire, et quand il se passe rien au bout de 150 pages, t'es là genre frère, oh j'ai autre chose à faire dans ma vie quoi. Et puis je vais être très franche avec vous, le problème que j'ai aujourd'hui avec les livres qui m'ennuient au bout de 100 pages mais que je ne veux pas abandonner, c'est que en fait plus je rentre dans l'histoire, plus je me rends compte que ça me plaît pas, plus je prends le risque que la fin ne me plaise pas non plus. Donc c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est que je perde 2 semaines en sachant que je suis pas une lectrice super rapide, c'est que je perds 2 semaines de ma vie à lire un livre qui ne me plaira pas de toute façon. Bon, vous me direz au moins ça finira dans cette vidéo, mais enfin bon quand même. Ce livre, je suis tellement contente de l'avoir lu en vrai parce que c'était trop drôle de pouvoir en parler avec vous dans ma vidéo et de pouvoir échanger
Et puis il y a eu pas mal de partages sur Instagram aussi. Et d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Lire avec Lilia. Je vous incite à le faire, c'est là où je discute le plus avec vous et où je partage d'autres choses, pas toujours liées au livre, mais aussi où je partage pas mal mes lectures. Et donc il y a eu pas mal de partages de ma chronique, notamment le passage où je parle de ce livre-là. Il s'agit de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mais c'était tellement mauvais. Oh franchement c'était vraiment mauvais. Mauvais drôle, pas mauvais en mode t'es vénère parce que tu perds du temps, mauvais drôle. Donc ça va, franchement ça passe. C'est un livre feel good. Et en soi moi voilà, déjà de 1 je suis pas un super bon public pour ça. Très franchement je l'avais trouvé à Emmaüs à base de 50 centimes. Je me suis dit tu sais quoi, on en entend parler, il fait beaucoup de bruit, je vais le lire et on va voir ce que ça donne. Et hormis le fait que je sois pas le public pour ce genre de lecture, pour moi il y avait des passages qui étaient problématiques. Je sais pas si l'auteur se revendique féministe, mais alors il y a un vrai problème si c'est le cas. La protagoniste est une femme qui est un peu perdue dans sa vie, qui se remet beaucoup en question, et c'est typiquement le genre de femme qui a tout pour être heureuse, mais elle n'arrive pas à être heureuse, elle ne comprend pas pourquoi. Et elle va rencontrer ce mec, cet homme, qui est bonheurologue ou je sais plus ce qu'il est le gars, et en gros il lui donne des petits challenges de la vie de tous les jours pour pouvoir se rendre compte en fait de ce qu'elle a et du bonheur qui est à portée de la main. Et donc un des exercices c'est tout simplement de prendre soin d'elle. Alors franchement l'amour de soi on est trop pour ça en 2020, mais le problème qu'il y a dans ce livre c'est qu'elle va effectivement prendre soin d'elle, mais elle va également se faire jolie et donc commencer à se maquiller, s'habiller, non pas qu'elle en ait spécialement besoin, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'elle se sent bien, donc ok, aucun problème. Mais le moment où elle va réellement se sentir bien, c'est quand elle va sortir dans la rue et qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle attire les regards des hommes, elle attire les sifflements et le catcalling des hommes. Et t'es là, t'es en mode non, on se bat pas tous les jours pour retrouver ça, ce genre de truc, dans un livre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hormis ça, comme d'habitude, moi, j'incite personne à faire des choses et je vous incite encore moins à ne pas lire des livres, c'est juste mon avis. Si vous voulez lire ce livre, si vous voulez vous faire votre propre avis, franchement, moi je peux que vous encourager, faites et venez on en parle après dans les commentaires. Hâte de savoir votre avis. Ah, ce livre aussi, il m'a énervée. Donc quand je vous disais que j'allais redonner une chance, que j'avais l'intention de redonner une chance à Tahar Ben Jelloun au début d'année, et ben je l'ai fait avec le racisme expliqué à ma fille, que j'ai lu en octobre, quelque chose comme ça. Et ah mais c'était nul, c'était vraiment super mauvais. Alors au début ça va parce que c'est assez neutre. Il donne pas mal de statistiques reliées au racisme et c'est des choses qui sont assez intéressantes à lire, même si c'est un peu, c'est plus tellement d'actualité, maintenant on doit avoir bien d'autres chiffres, mais ça reste quand même intéressant. Le problème, c'est quand il commence à avoir cette fameuse conversation avec sa fille où il utilise des termes super simples pour pouvoir parler du racisme. En soi, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste qu'il parle d'amour, il parle d'attirance, d'union interraciale en fait. Aucune place pour l'homosexualité, il dit oui, l'attirance est entre un homme et une femme. Bon, bref, voilà, donc déjà ça pour moi c'est un premier problème. Ensuite après il dit oui, les religieux sont des personnes qui, si tu crois pas en la religion, ils te considèrent comme méchant, blablabla, comme mécréant, bref. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est faux? Non, pas spécialement. Toutes les personnes qui croient en Dieu ne pensent pas systématiquement que les personnes qui ne croient pas, qui sont athées, agnostiques, peu importe, sont des méchants. C'est pas possible. Oh mais mon dieu, mais ce livre, vous imaginez même pas comme il m'a rendu ouf. Et encore une fois, c'est un livre, mais je me suis dit, mais lis-le, en fait, lis le plus que tu peux. Fais-toi un peu violence, mais le lis pas jusqu'au bout parce que très franchement, ça servira à rien. T'as déjà toute la matière dont tu as besoin pour en parler en vidéo. Aller jusqu'au bout du livre, ça ne changera rien. Ce sera pas meilleur, ce sera pas pire, ce sera juste un condensé d'idées qui ne sont absolument pas nuancées, qui ne sont pas spécialement replacées dans le contexte. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mon avis par rapport à ce livre, et d'ailleurs je vous avais mis des extraits qui m'avaient le plus choqué, je vous incite à aller voir ma chronique que cette fois-ci je mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et enfin le dernier livre de cette liste que j'ai lu en 2019 et que je n'ai absolument pas aimé, c'est un livre que paradoxalement je suis assez contente d'avoir lu et qui était nécessaire puisqu'en fait ça a été l'objet d'une recherche indépendante que j'ai menée sur la littérature algérienne, toujours dans le cadre voilà, de la littérature algérienne et des femmes, et en fait c'est tout simplement un pilier de la littérature algérienne de langue française puisqu'il s'agit de Nedjma de Kateb Yassine. Alors c'est un livre
que j'ai mis un peu de temps à lire puisque au départ je m'intéressais exclusivement aux auteurs féminines algérienne ou d'origine algérienne, et là je me suis dit je vais changer un peu, je vais faire d'autres recherches et donc je vais m'intéresser à un homme et voir quelle est sa représentation de la femme dans ce livre. Pourquoi je dis que c'est un incontournable de la littérature algérienne? Parce que c'est aujourd'hui quand on parle de littérature algérienne de langue française, on ne peut pas passer à côté de Nedjma qui est un roman nationaliste qui est né dans un contexte de révolution algérienne, et puis aussi parce que l'histoire en soi, c'est l'histoire d'hommes algériens pendant la colonisation française qui en fait rencontrent une jeune femme qui s'appelle Nedjma et en tombent fou amoureux. Et beaucoup de personnes ont dit que Nedjma c'était un peu la personnification de l'Algérie qui souhaite se libérer, etc. Et en fait pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Déjà parce que encore une fois j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre et comme je vous ai dit j'en ai marre de me dire que c'est de ma faute. Clairement l'auteur fait absolument pas en sorte que ce soit compréhensible. Après je sais que c'est un auteur qui a écrit beaucoup de poésie, donc il y avait pas mal de choses comme ça. C'est un livre aussi qui revient beaucoup dans le passé, qui n'a pas une chronologie fixe et donc c'est très difficile de suivre le fil. Et puis parce que clairement on a vraiment une représentation des femmes qui est assez déplorable, avec des femmes qui subissent beaucoup de violences, qui subissent un manque d'agentivité assez évident, et c'est pas spécialement agréable de lire ce genre de livre. Et puis comme je vous l'ai dit, de toute façon il était très peu compréhensible. Je dis que je suis contente de l'avoir lu parce que je peux pas continuer à faire des études là-dedans sans l'avoir lu, c'est impossible pour moi. Mais d'un autre côté je suis pas sûre que je lirais les autres romans de Kateb Yassine juste pour le plaisir de me faire plaisir quoi, ça c'est clair et net. Si vous l'avez lu, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je sais que c'est un livre qui est assez particulier et qui soulève pas mal de débats. Donc n'hésitez pas à me partager ça. Et donc c'est fini. Voilà, c'est fini. On arrête de parler de mauvaises lectures, on part sur 2020 avec que des bonnes lectures, même si j'avoue, j'adore faire ce genre de vidéo, on va pas se mentir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.